bonsoir à tous. Une petite annonce, on avait prévu des micros, mais on a eu un problème technique, c'est-à-dire qu'on n'en aura pas. Alors voilà, il faudra essayer de parler fort et d'écouter fort. Bien. On va commencer cette soirée avec la lecture d'un texte qui n'est pas le texte de Jean-François Duval, Luan sur la route. Et peut-être allez-vous comprendre pourquoi nous allons commencer par ce texte-là. Je laisse la parole à Vincent Aubert, le comédien qui va faire ça. Lui, c'est Yves Massy, donc Oui. pas confondre. Mais si tu veux donner là, n'hésite pas pour ce texte-là. C'est celui-là que tu Non, c'est un autre. Mais vas-y, fais une petite intro, vas-y. On va jouer ensemble après. Voilà. J'ai rencontré Neil pas très longtemps après la mort de mon père. Je venais de me remettre d'une grave maladie que je ne raconterai pas en détail, sauf à dire qu'elle était liée à la mort de mon père, justement, et à ce sentiment affreux que tout était mort. Avec l'arrivée de Neil a commencé cette partie de ma vie qu'on pourrait appeler ma vie sur la route. Avant, j'avais toujours rêvé d'aller vers l'ouest, de voir le pays. J'avais toujours fait de vagues projets, mais sans jamais démarrer, quoi, ce qui s'appelle démarrer. Neil, c'est le type idéal pour la route parce que lui, il y est né sur la route en 1926 pendant que ses parents traversaient Salt Lake City en bagnole pour aller à Los Angeles. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était par Hal Chase, qui m'avait montré quelques lettres écrites par lui depuis une maison de correction dans le Colorado. Ces lettres m'avaient passionné parce qu'elles demandaient à Hal, avec une naïveté attendrissante, de tout lui apprendre sur Nietzsche et tous ces trucs intellectuels fabuleux pour lesquels il était justement célèbre. À un moment, Allen Ginsberg et moi, on avait parlé de ces lettres en se demandant si on finirait par faire la connaissance de l'étrange Neil Cassady. Ça remonte loin, à l'époque où Neil n'était pas l'homme qu'il est aujourd'hui, mais un jeune taulard auréolé de mystère. On a appris qu'il était sorti de sa maison de correction, qu'il débarquait à New York pour la première fois de sa vie. Le bruit courait aussi qu'il avait épousé une fille de 16 ans, une nommée Luan. Un jour que je traînais sur le campus de Columbia, Hal et Ed White me disent que Neil vient d'arriver et qu'il s'est installé chez un gars nommé Bob Malkin dans une piole sans eau chaude à East Harlem, le Harlem Hispano. Il était arrivé la veille au soir et découvrait New York avec Luan, sa nana, une chouette fille. Ils étaient descendus du Greyhound dans la 50e rue et ils avaient cherché un endroit où manger. C'est comme ça qu'ils s'étaient retrouvés chez Hector à la cafétéria que Neil considère depuis comme le haut lieu new-yorkais. Il s'était payé un festin de gâteaux et de choux à la crème. Pendant ce temps, il abreuvait Luan de discours sur le mode « Maintenant que nous sommes à New York, chérie, même si je t'ai pas dit le fond de ma pensée en traversant le Missouri, et surtout quand nous sommes passés devant la maison de correction de Bonneville qui m'a rappelé mes démêlés avec la prison, il faut absolument oublier les menus contentieux de nos problèmes amoureux pour envisager désormais nos projets de vie professionnelle, etc. À sa manière qui était celle de sa prime jeunesse. Je me pointe à la piole sans eau chaude avec les copains, et Neil nous ouvre en calcif. Luan saute du lit, vite fait. Il faut croire qu'il était en train de baiser avec elle. Alors, il passait sa vie à ça. L'autre, le propriétaire, Bob Malkin, était là, lui aussi, mais apparemment, lui, il l'avait expédié à la cuisine, faire du café sans doute, pendant qu'il avançait dans ses problèmes amoureux. Parce que pour lui, le sexe était sacré, la seule chose qui comptait dans la vie, même si par ailleurs il lui fallait la gagner, cette vie, à la sueur de son front, et en pestant. La première fois qu'il m'a fait penser, il m'a fait penser à Gene Autry, jeune, soigné, les hanches étroites, les yeux bleus, un pur accent de l'Oklahoma. D'ailleurs, il venait de travailler dans un ranch chez Head Hull, dans le Colorado.
avant d'épouser Louane et de partir pour l'Est. Louane était une petite mignonne, adorable, mais bête comme ses pieds, et capable de faire des coups pendables. Elle allait le montrer. Alors Jean-François Duval, j'imagine que vous avez reconnu le texte. Oui. Donc, ce qu'il faut préciser d'abord, c'est que c'est le texte du rouleau original qui a paru, enfin non, qui n'a pas paru justement, mais qui a été tapé, soi-disant, en 3 semaines par Kerouac en 1951. Il existe 2 versions sur la route. Il y a celle-ci qui n'a été publiée qu'en 2008 aux États-Unis et qui a été publiée en français, en traduction française en 2011. Traduction de José Camoun qu'on pourrait discuter, comme le sait très bien un de mes amis qui est ici présent, Yves Sardin, traducteur de métier, et qui est peut-être pas la meilleure traduction qu'on aurait pu donner du rouleau original de Kerouac. Le chef-d'œuvre de Kerouac, le livre qui a fait son succès en 1957, c'est une autre version. Elle diffère par exemple de ce texte-ci, parce que dans la première phrase, on apprend que là, Kerouac débute son aventure après la mort de son père. Dans la version publiée en 1957, petite différence, il débute son aventure après s'être séparé et avoir divorcé de sa première femme. Les deux faits sont véridiques d'ailleurs. Donc il existe 2 versions sur la route, et si je devais conseiller l'une ou l'autre, je serais bien embarrassé parce que moi je suis assez partisan des alternate takes, c'est-à-dire comme en musique, on peut donner différentes versions d'un morceau, on peut donner différents enregistrements, et puis finalement c'est à l'auditeur ou au lecteur de décider laquelle il préfère. Donc moi, je recommande les 2 versions sur la route. Celle-ci, évidemment, elle est d'un seul tenant, d'un seul jet, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de chapitre, la ponctuation est moins accentuée que dans l'autre livre, les personnages portent des pseudonymes. Non, ça c'est la version où il ne porte pas de pseudonyme, celle qui est sortie en 2008. Donc il a rétabli les vrais noms des personnages qu'il avait changés dans la version 57 pour des raisons juridiques et par crainte de procès, etc. Puisqu'à l'époque il fallait surtout que les personnages des livres, des romans ne soient pas reconnaissables. Alors, ce qu'il faut peut-être aussi se rendre compte, c'est que la traduction française, moi je conseille toujours j'ai appris en partie à lire en anglais au début des années 60 dans Sur la route, dans cette édition que j'avais trouvée dans un tourniquet de gare, édition de poche. Et il faut se rendre compte qu'en anglais, la voix de Kerouac sort quand même très différemment de la façon dont il sort en français. Je suis désolé. Ouais, alors justement, je vais enfoncer le clou. Allez-y. Je vais enfoncer le clou parce que voilà un court poème, 1 minute 30 de Mexico City Blues dit par Kerouac. J'espère que ça va marcher. Hein. Old Man Mose, early American jazz pianist, had a grandson called Dead Belly. Old Man Mose walloped the rollicking Keyport Wahoo Wild Hosts piano with monkeys in his hair, drooling spaghetti, beer, and beans, with a cigar mashed in his countenance of gleaming happiness, the furtive madman of old sane times. Dead Belly don't hide it. Lead killed Lead Belly. Dead Belly admit. Dead Belly modern cat. Cool. Dead Belly man. Craziest. Old Man Moses dead. But Dead Belly get ahead. Une diction très jazz. Hein. Ouais. Donc on va revenir sur la route un peu plus tard, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va faire une petite biographie. Donc vous êtes né à Genève, dans quel milieu familial?
milieu familial. Enfin, ma famille est une vieille famille genevoise. Vous avez devant vous un spécimen d'une famille genevoise qui est installée dans cette ville depuis 1555. Moi, je n'y pas. Respect. C'est-à-dire presque 500 ans. Je me demande bien comment je suis encore là d'ailleurs. Mais bon, j'ai fait mes études évidemment à Genève, Collège Calvin. au collège Rigaud, où j'étais avec Gérard Lambert, qui était le premier de classe, la première année du collège Rigaud, et le cycle n'existait pas encore, c'était en 7e. Vous voyez, on est combien d'années après 65 ans après, encore amis. Ensuite, effectivement, je suis allé à Calvin, là où on s'est retrouvés. Calvin, où je me suis lancé en classique. Je croyais qu'on m'avait dit que pour ceux qui s'intéressaient aux lettres, il fallait faire le grec. Alors j'ai fait 3 ans de grec avant de me rendre compte que ce n'était pas tout à fait ma voie. Même si notre professeur de grec, c'était Edmond Beaujon, qui avait une très très bonne réputation à Genève, qui a publié un essai chez Gallimard, Némésis sous la limite, et qui est par la suite devenu le traducteur de Hermann Hesse. Donc c'est pas rien. Je savais pas à l'époque, je ne savais pas du tout que j'avais ces affinités avec lui. Donc j'ai passé en latine, et c'est là que j'ai dû rattraper rapidement 2 ou 3 ans d'anglais, et que j'ai entamé en dehors des cours, parce qu'il n'était pas au programme, sur la route, pour déchiffrer vraiment ce livre en anglais. Et évidemment, ce qu'on peut tout de suite dire au vu de ce qui s'est passé avant, c'est que la représentation, la façon d'écrire de Kerouac est en rupture totale avec la représentation balzacienne et les canons balzaciens du roman depuis le 19e siècle, où les écrivains à l'époque, ce qui leur importait, c'était de peindre un tableau, faire des scènes, peindre un tableau. Pour eux, le rapport de la littérature, il était assez proche de celui de l'idée que l'on se faisait de la peinture. Il fallait représenter les choses. Dans le cas de Kerouac, son point de référence, comme on l'a vu, c'est la musique. C'est-à-dire que lui, il veut être au sein même, suivre le flux de la musique, être au cœur même du flux de la musique et rendre les choses à travers le verbe. Ce qui fait d'ailleurs que j'avais été désarçonné lors de la première lecture de ce livre, parce que lui ne caractérise pas tellement les personnages d'un point de vue psychologique, il se borne à les dénominer, donc il n'a pas de souci d'intrigue, il n'y a pas d'intrigue dans On the Road. Donc c'est surtout une entreprise musicale. Voilà. Et donc là, vous avez appris l'anglais, ce qui sera un point de repère important dans votre existence. On va revenir après à l'anglais, à la Beat Generation, mais en attendant, on continue votre trajet à l'université. Vous avez fait des études en littérature médiévale. Ouais, c'est qu'en fait, c'est surtout que j'ai fait mon mémoire de licence avec une fameuse figure, un des meilleurs professeurs de l'université à l'époque, qui était Roger Dragonetti. Bon, il y avait d'autres professeurs, il y avait Starobinski, il y avait Rousset, il y avait Barthes même pendant un ou deux semestres, mais je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui ont assisté au séminaire de Roger Dragonetti, des séminaires de littérature médiévale. Quantité ici. D'accord, je veux dire, c'était de très grands moments. On nous transportait en plein Moyen-Âge et nous faisait découvrir sous des jours complètement inattendus et qui n'avaient rien à voir avec les films de chevalerie qu'on pouvait voir au cinéma. Et c'est cet amour des documents anciens, des livres qui vous emmenait dans une bibliothèque d'abord. Oui, j'ai travaillé 2-3 ans à la bibliothèque publique et universitaire de Genève, donc actuellement nommée la bibliothèque de Genève, où j'avais été nommé conservateur, mais je me suis très vite rendu compte que le livre dans les bibliothèques est considéré avant tout comme un objet. C'est à peine si on a le temps de jeter un œil à l'intérieur, donc ça ne m'intéressait pas du tout. Et là, mon expérience rejoint un petit peu celle de Chatwin, qui a cru devenir aveugle quand il travaillait pour Christie's, ou Sotheby's, je ne sais plus.
et qui se sentait devenir aveugle et qui a besoin de quitter une institution aussi fermée pour s'envoler sur les routes. Bruce Chatwin, donc écrivain voyageur. Moi, il m'est arrivé la même chose avec après 2-3 ans, par chance, j'ai pu commencer à faire des piges, des articles, etc. Et je suis entré peu à peu dans le journalisme. Et ce qui m'intéressait dans le journalisme, au fond, c'était surtout l'écriture. C'est-à-dire que dans ma vie, je voyais absolument pas ce que je ferais d'autre qu'écrire. J'aurais été presque prêt à recopier le bottin si ça avait été rémunéré. Et finalement, bon, de fil en aiguille, j'ai pu faire des reportages, des entretiens un peu tout autour de la planète. Et dans la foulée, justement, développer mon travail d'écriture et puis écrire des livres en fonction de ce que je récoltais sur la route, précisément. Vous avez travaillé pour Construire, qui est devenu Migros Magazine, vous avez travaillé pour Libération, Le Monde, le magazine littéraire, la revue Autrement, Philosophie Magazine, donc grande carrière avec des entretiens, notamment avec Sioran, Robert Pinget, Charles Bukowski, Ray Bradbury, etc. Et à côté, vous avez écrit des livres, alors vous avez une bibliographie impressionnante. Je vais citer seulement quelques-uns qui sont d'ailleurs un peu liés à ce dont nous parlons ici. Vous avez publié Buck et les Beats, un essai sur la Beat Generation, on doit dire, en 1998. Vous avez publié Kerouac et la Beat Generation, également en 2012. Vous avez publié des romans aussi, Boston Blues, Route de l'inattendu, ou L'année où j'ai appris l'anglais. Vous avez fait un livre d'entretien, notamment les entretiens que vous avez fait comme journaliste, je pense, dans lequel il y a par exemple un entretien avec Michel Houellebecq qu'il faut absolument lire. C'est le meilleur entretien que j'ai lu avec cet auteur déconcertant. Et puis le dernier livre, donc Loin sur la route, qui est là, qui est sur l'écran, qui vient de sortir en 2022. Alors ça, Loin sur la route, c'est le résultat direct de la lecture de Sur la route, de On the Road. Et il y a une deuxième influence qui vous a poussé là-dedans, avez-vous dit, c'est une interview avec Allen Ginsberg que vous avez faite en 1994. Ouais. Alors, comment dire, c'est un vaste sujet. Hein. Je veux dire, comme vous l'avez dit, j'ai rencontré en premier lieu Bukowski, qui lui est un type qu'on a parfois assimilé au beat, mais qui en fait est à la fois en dehors et en dedans du mouvement. Bukowski, ce qui m'intéressait, c'est que si les beats, eux, comme on dira peut-être après, leur but dans la vie, c'était de s'élever, c'était de monter, c'était de devenir des anges, ou pour finir des anges déchus. Donc, leur mouvement premier, c'était un mouvement d'élévation, aussi à travers la langue, la célébration du verbe. Bukowski, lui, et puis ils formaient un groupe, ils étaient assez socialisants, ils formaient une communauté sociale, il y avait beaucoup d'amis, etc. Bukowski, lui, c'est le type qui s'enterre, c'est le type qui, au contraire de s'élever, creuse dans la terre parce qu'il pense qu'il s'enterre comme une peau, parce qu'il pense que la vérité se trouve plutôt au ras du sol, et il descend dans les enfers pour tenter justement de voir la réalité nue. Donc il est à la marge de la marge. Je l'avais rencontré en 1986 et en 1994, j'ai rencontré Allen Ginsberg chez lui. Et là, lui, pour moi, il a joué un rôle d'éveilleur, c'est-à-dire qu'il y avait un côté platonicien là-dedans, parce que il m'a piqué un peu au vif, d'ailleurs, parce que j'étais assez ignorant, je ne connaissais même pas très bien la Beat Generation, je connaissais Kerouac, etc., mais je ne connaissais pas très bien au fond. Et il m'a fait sentir à quel point j'étais, d'une part, ignorant, à la façon comme Socrate fait sentir à ses interlocuteurs qui sont ignorants, il m'a fait sentir mon ignorance. Et du même coup, il m'a éveillé à cette chose qui, pour moi, me renvoyait à ma propre histoire, que je n'avais peut-être pas tout à fait bien comprise jusqu'à présent, parce qu'en Europe, on ne se rend pas bien compte à quel point on a été impressionné, marqué
par la culture américaine, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, enfin, tout en Europe, en tout cas toute ma génération, les années 50 et 60, que ce soit sur le plan, je me borderai seulement au plan culturel, mais sur le plan musique, sur le plan cinéma, sur le plan habillement, sur le plan mux, sur le plan, enfin encore toutes sortes d'autres domaines, était en Europe comme un reflet de ce qui était né aux États-Unis. D'ailleurs, ça avait aussi fait l'objet de passablement de métamorphoses, puisque la musique jazz, blanche ou rock, c'était un gigantesque hold-up de la musique noire. Donc là aussi, il y a eu des jeux de reflets et des transmissions. Et Ginsberg m'a fait prendre conscience de tout cela. Et en fait, je me suis aperçu que si je voulais mieux comprendre ma propre histoire, il fallait que je creuse bien avant. Enfin, c'est pas qu'il fallait, j'avais envie de plus, de mieux creuser le sujet et de retrouver certaines composantes de ma propre histoire ou de ce qui m'avait nourri dans la vie, ce qui m'avait donné de l'impulsion, certaines impulsions pour vivre, notamment le blues ou ce genre de choses, en apprenant à mieux connaître et en rencontrant, si c'était possible, des gens qui avaient été des protagonistes sur la route, parce que Kerouac est mort en 1969, son grand héros Neal Cassady est mort en 1968, ils sont morts tous les deux dans la quarantaine, très jeunes, mais en revanche, comme tous les personnages de ces livres sont des personnages réels, il était encore possible d'en rencontrer beaucoup. Et à partir des années 1990, justement, à chaque fois que je me rendais aux États-Unis pour interviewer d'autres personnalités d'ailleurs, j'ai pris soin de rencontrer autant de gens appartenant à ce mouvement que je pouvais, pour qu'ils éclairent ma lanterne et par plaisir, et sans avoir pensé du tout d'ailleurs que j'en ferais des livres. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. D'accord. Donc là, on va justement profiter de l'évocation de Ginsberg pour écouter le début de son poème le plus connu, qui s'appelle Hall. C'est vraiment les deux œuvres les plus connues de la Beat Generation, c'est vraiment Sur la route et Hall. Alors on a Vincent Aubert qui va collaborer avec Yves Massy pour Free Jazz. En français, En français, lui en français et moi en français. Vas-y. J'y vais. Oui, je te dis. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les rues nègres à la recherche d'une furieuse piqûre. Initiés à tête d'ange brûlant pour la liaison céleste ancienne avec la dynamo étoilée dans la mécanique nocturne, qui pauvreté et haillons et œil creux et défoncés restèrent debout en fumant dans l'obscurité surnaturelle des chambres bon marché, flottant par-dessus le sommet des villes en contemplant du jazz. Qui ont mis à nu leur cerveau aux cieux sous le métro aérien et vu des anges d'islam titubants illuminés sur les toits des taudis. Qui ont passé à travers des universités avec des yeux radieux froids, hallucinant l'Arkansas et les tragédies à la brique, parmi les érudits de la guerre. Qui ont été expulsés des académies pour folie et pour publication d'odes obscènes sur les fenêtres du crâne. Qui se sont blottis en sous-vêtements dans les chambres, parasés, brûlant leur argent dans des corbeilles à papier et écoutant la terreur à travers le mur. Qui furent arrêtés dans leur barbe pubienne en revenant de Laredo avec une ceinture de marijuana pour New York.
qui mangèrent du feu dans des hôtels à peinture, ou burent de la térébenthine dans Paradise Alley, la mort, ou les torses purgatoires nuit après nuit, avec des rêves, avec de la drogue, avec des cauchemars qui marchent, l'alcool, la queue, les baisades sans fin. Incomparable ruse aveugle de nuages frémissants et d'éclairs, dans l'esprit bondissant vers les pôles du Canada et de Patterson, illuminant tout le monde immobile du temps intervalle. Solidité des payotes, des halls, aurore des jardinets, arbres verts, cimetières, ivresse de vin par-dessus les toits, banlieue des vitrines, de magasins, de fumeurs de hashish, de balades en auto, défoncés, néons, feux rouges clignotants, vibrations de soleil et lune. Et arbres dans rugissant crépuscule d'hiver de Brooklyn, imprécation de poubelles et aimable souveraine lumière de l'esprit. Ils s'enchaînèrent pleins de benzédrine sur les rames de métro pour le voyage sans fin. Est-ce qu'un tromboniste de jazz vous semble cohérent dans cette soirée? Parfaitement, enfin. Faut dire tout de suite, hein. C'est un peu tard. Quel est le rapport du jazz avec la Beat Generation? Bah, il est essentiel, c'est-à-dire que Jack Kerouac, justement, j'ai dit tout à l'heure à quel point son style était lié à la musique, et évidemment que quand il écoutait Charlie Parker à New York, par exemple, ce qui le fascinait là-dedans, entre autres, c'est l'improvisation, c'est-à-dire que pour lui, l'écriture devait avant tout être œuvre d'invention et d'improvisation, donc et de tempo, c'est-à-dire dans le mot beat, évidemment, c'est pas la seule raison de cette appellation, mais évidemment, il y a l'idée de rythme et de donner un tempo à ce qu'on écrit, donc le jazz est absolument déterminant dans l'écriture de Kerouac. Vous avez dit ceci, je cite, « Le cycle des romans de la Beat Generation me fait parfois penser au cycle arthurien ». C'est dans un film documentaire en montage sur vous, production et réalisation par Jean-Marie Verneuil, dont on verra un petit extrait ensuite. Dans le livre même, ici, en parlant de la mort de Nick Cassidy racontée par Ken Kesey, vous avez dit « ça vaut la mort d'Artus ». Dans vos remerciements sur Louane, vous avez dit « j'ai été aussi sensible à son écoute qu'à celle de la Fée Morgane ». Fée Morgane, Artus, arthurien. Il semble qu'il y a tout un réseau là qui rappelle peut-être vos études médiévales. Tout à fait. On va encore remercier Dragonetti, parce que sans Dragonetti, j'aurais jamais fait ce lien. Il m'a tellement éclairé, enfin, il nous a tellement éclairé sur le cycle de la table ronde et sur la littérature de cette époque que, enfin, je sais par exemple que Malory, au XIVe siècle, je crois, si je ne me trompe pas, a réécrit, il a fait une compilation en Angleterre de tous les récits de la table ronde, etc. Et donc les récits de la table ronde n'ont jamais cessé d'être, comment dire, réécrits et redits. Et ce qu'il faut dire à propos du cycle de la Beat Generation, parce que c'est qu'il n'y a pas que Kerouac, il y a un tas d'autres auteurs, John Cleveland Holmes et d'autres, Burroughs, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Ce qu'on ignore peut-être ici, c'est que ce mouvement est encore vivant. C'est-à-dire, il y a une revue en Angleterre qui s'appelle Beat Scene, qui est encore très vivante, auquel collaborent différentes personnes. Et encore, comme je l'avais dit tout à l'heure, certaines personnes de l'époque qui sont toujours vivantes. C'est toujours des gens qui existent aujourd'hui. Donc,
la légende Bede, enfin l'histoire des Bedes, s'est progressivement transformée en une sorte de légende qu'on peut raconter et re-raconter, et dont le personnage central, Lancelot, si je peux dire, c'est précisément Neil Cassady, la figure centrale de Sur la route dans la version de 2008, qui s'appelle Dean Moriarty dans le livre de 1957. C'est lui qui transcende un peu et qui incarne comment dire, la figure du chevalier transcendant toute chose et qui parvient à une sorte d'absolu pour ses amis et pour ses compères écrivains, parce que tous ambitionnent d'écrire. Donc, les autres me paraissent aussi, que ce soit Ginsberg, que ce soit Burroughs, etc. J'ai vraiment le sentiment d'une sorte d'association de gens engagés dans une quête du Graal. Le Graal n'étant pas tout à fait le même que celui des gens de la cour d'Arthur, mais quand même assez proche, puisque je pense que leur but, c'est d'atteindre leur visée centrale, leur goal ultime, c'est le verbe et la célébration du verbe, c'est-à-dire ce qu'il y a de sacré dans le verbe, en relation tout de même avec la vie, c'est-à-dire brancher, célébrer la réalité tout en célébrant le verbe, c'est-à-dire par une sorte de réenchantement du réel dont on avait bien besoin après la Deuxième Guerre mondiale. On va maintenant s'approcher un peu plus de votre livre, on va y aller par cercle concentrique. Et pour y arriver, je vais montrer quelques photos de personnages, je vais vous indiquer de qui il s'agit, et j'espère que ça va marcher parce que je ne suis pas très bon dans ce genre de truc. On commence par une jeune femme qui s'appelle Louane. Est-ce que vous pourriez... C'est Louane. Oui, c'est Louane. Je la vois dans mon bras. Oui, on a mal depuis ici, je vais les annoncer. Alors, qui est cette personne? Louane, donc, c'est celle que vous avez dit tout à l'heure que pour moi elle avait été une sorte de fée Morgane. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire Sur la route à l'âge de 16 ans, il est fait allusion à elle dès le premier paragraphe. C'est la jeune femme, elle a 15 ans, peut-être 16 à ce moment-là, elle a épousé à 15 ans Neil Cassady, le personnage dont je parlais juste avant. Ce sont des gens de l'Ouest, ils arrivent de Denver, ils débarquent à New York et ils vont vivifier tout ce groupe d'écrivains, des écrivains qui ambitionnaient de devenir écrivains, ils ne l'étaient pas encore, Kerouac, Ginsberg et tout cela, c'était des jeunes gens. Ils vont leur apporter un souffle nouveau, ils vont les galvaniser, les vivifier. Louane, évidemment, elle apparaît comme elle apparaît tout le long du livre, au même titre que son pendant, si je peux dire, qui sera la deuxième femme de Neil Cassady, c'est-à-dire Caroline Cassady, qui a 7 ans de plus qu'elle, elle a 16 ans, l'autre en a 23. Et Caroline Cassady étant plutôt, elle, une sorte de reine Guenièvre, si je peux dire, parce qu'elle est l'idéal féminin de Neil Cassady, de Jack Kerouac. Elle est très éduquée, cultivée, elle s'habille très très bien, elle est artiste, elle peint, elle dessine, elle enseigne à l'université, etc., etc. Et en regard, il y a Louane, qui est une jeune fille toute simple, qui est simplement attirée par les aventures, par les péripéties, par la route, et qui a eu une jeunesse, je ne vais pas raconter là toute son histoire familiale avant 15 ans, mais qui la pousse à quitter sa famille, et d'une certaine façon, je dirais que c'est pour moi l'une des premières teenagers, sinon la première teenagers, en tout cas de l'histoire de la littérature, mais peut-être aussi dans les réalités, parce que avant la guerre, comme on sait, les teenagers n'existaient pas encore. On parlait de young lady, young man, on passait très rapidement de l'enfance à l'âge adulte. De cela, maintenant, il y avait toute une période où la jeunesse après la guerre, un peu désœuvrée, pouvait prendre la route et devait
se chercher de nouvelles valeurs. Et c'est à ça que le mouvement Beat devait ouvrir, c'est-à-dire justement à rechercher de nouvelles valeurs dans toutes sortes de directions différentes. Finalement, c'est dans ces années 50 que sont nés, de manière embryonnaire, tous les mouvements qui allaient se développer dans les années 60, c'est-à-dire le goût du voyage, des philosophies orientales, la révolte contre l'establishment. C'est assez parallèle d'ailleurs à la révolution du rock'n'roll, parce que ça touchait la jeunesse du baby boom qui avait besoin d'autres raisons de vivre que les générations précédentes. Donc voilà, Luan, c'est un peu pour moi l'incarnation féminine de tout cela. Et on va passer. J'ai eu la chance de la rencontrer, c'est surtout ça. Oui. On en reparlera un peu plus tard. Alors, on va passer au personnage principal, si j'ose dire, c'est-à-dire. Si je parle trop longuement de chaque photo, il faut me le dire. Notre ami Neil Cassady. Non, tout va bien. Notre ami Neil Cassady, alors là, vous ne voyez pas très bien, mais j'imagine qu'on le voit un petit peu là. Ah, on voit ça, on voit. Bon, ça c'est une photo tardive de Neil Cassady. Il était beaucoup plus beau dans sa jeunesse, quand il avait 16, 17, 18 ans. Comme nous. Voilà. Et Neil Cassady, lui, c'était c'est un petit dont le père, il est né sur la route du côté de Salt Lake City. Son père, qui était coiffeur, il est très vite abandonné par sa mère. Son père l'a emmené à l'âge de 2-3 ans à Denver. Il a grandi. C'est un gosse, pour dire les choses de manière très simple, on s'en aperçoit aussi en lisant son livre The Third First, la première moitié, traduit en français sous le titre Première jeunesse. Neil Cassady, on peut très bien, au fond de Kid, dans le film de Chaplin, c'est-à-dire qu'il a une enfance tout à fait comparable à celle du Kid de Chaplin, c'est-à-dire il vit de rapine, bon, enfin il vit dans la rue, il n'a pas de domicile fixe, il finira par voler vers l'âge de 15 ans 500 voitures, non pas pour les revendre, mais simplement pendant la nuit pour aller rouler dans les montagnes aux alentours de Denver. C'est un fou du volant, c'est un grand dragueur, enfin il tombe toutes les filles, et puis en même temps c'est un type qui, bien que né justement dans le ruisseau, veut s'élever lui aussi, c'est-à-dire que il se rend régulièrement à la bibliothèque de Denver, il lit Proust, il lit Schopenhauer, il lit Nietzsche, Dostoïevski, et il ambitionne lui aussi de devenir écrivain. Il va finalement se lier avec d'autres types à Denver qui, eux, ont la chance, comme Al Chase, qui ont la chance d'être envoyés à New York pour étudier à Columbia University. Et son but, finalement, c'est, à un moment donné, quand il a 19 ans, c'est de rejoindre ces types à New York pour faire leur connaissance, faire la connaissance de Kerouac, dont il a un peu entendu parler, et naïvement demander à Kerouac de lui apprendre à écrire, aussi bien qu'à Ginsberg. Et il file dans des conditions que je raconte dans le livre qui sont épiques, avec sa jeune femme, Luan, à New York, et il va rencontrer ces gens, et comme je le dis aussi dans le livre, il va en quelque sorte être l'élément fertilisateur de tous ces types à New York qui en fait glandent un peu après la guerre, qui ont des ambitions mais qui n'ont pas d'énergie, qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie. Et lui, c'est le ferment qui va leur permettre de prendre leur essor. Et Neil Cassady est présent dans à peu près tous les livres de la Beat Generation, que ce soit dans le On the Road de Kerouac, mais aussi dans le livre de John Cleland Holmes, qui est aussi un beat éminent, chez Ginsberg, dans les poèmes de Ginsberg, chez Ken Kesey, qui est un peu de la génération ultérieure, mais qui est l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, etc. Je ne peux pas tous les citer. Bien, justement, on va écouter un passage de votre livre
dans laquelle vous racontez la première soirée à New York de Luan et de Neal Cassady, lorsqu'il rencontre toute la bande d'étudiants de Columbia avec qui Neal correspondait, et on écoute Vincent Aubert. À dessein, Luan a tenté de se vieillir un peu. Dites donc, elle a l'air d'avoir 18 ans plutôt que 16. Elle a mis un peu de rouge sur ses lèvres, ourlée, adorable. Et surtout, ces mecs lui semblent tellement plus âgés qu'elle, ils ont quoi, 20, 21 ans. Malgré tout, elles se sentent toutes drôles, tout ce monde, tous ces mâles qui tournent autour d'elle et de Neal. Cet essaim qui bourdonne à ses oreilles et qui s'attend peut-être à la voir s'échapper, s'envoler comme une jeune reine des abeilles avec eux tous à sa poursuite. Enfin, perdue, décidément, elle se sent perdue. Heureusement, il y a Neal. Elle le cherche des yeux, elle aimerait désespérément s'accrocher à lui, prendre son bras. Elle le regarde. Neal est comme un jeune boxeur monté sur le ring, on le dirait juché sur l'épine dorsale d'un mustang sauvage ou d'un buffalo dans l'arène d'un rodéo. Qui va subjuguer qui? Neal ou son public? Car quand même, Neal, c'est lui la star, le champion, pas elle, même si elle attire les regards. Elle n'est qu'une sorte de caution. C'est Neal, le héros, tout le monde en a entendu parler. Chase a fait circuler ses lettres de prison. Il a dit à quel point Denver, le fameux professeur Justin Braley, tient Neal en estime, comment il a tout tenté pour l'inscrire à Columbia. Neal avait 15 ans lorsqu'il l'a rencontré. Et il lui a conseillé les meilleures lectures à la bibliothèque publique. Tous ont entendu parler du professeur Braley, qui repère et expédie de Denver à New York les meilleurs éléments, il les prend sous son aile et le fait d'autant mieux, murmure-t-on, qu'il aime les garçons. En plus, Neal est le roi des tombeurs. Personne ne sait emballer les filles comme lui. Luan en est, à cette minute même, le plus charnel vivant témoignage. C'est bien présent dans la tête de chacun l'incroyable ascension de ce type. On sait qui t'es, Neal. Un gosse de la rue, né dans le ruisseau, Larimer Street, Skid Row, Denver. T'es Neal, l'autodidacte, l'énergie incarnée. Avant même que tu débarques dans cette petite soirée, tes hauts faits rapportés par Hal Chase t'ont déjà transformé en figure légendaire. T'es presque devenu le héros transcendantal de Thoreau et Whitman. T'es Neal Cassady, une incarnation du rêve originel qui hante l'Amérique depuis les premiers jours. Quand de jeunes types comme toi ou comme Lewis et Clark, à l'aube des temps nouveaux, s'avançaient vers la frontière, et que tout mot, toute parole qui s'échappait de leurs lèvres était un mot vierge, une affirmation de soi réitérée à chaque seconde. Il n'y a pas que ça. Personne ne l'ignore. Neal veut écrire. Il est même venu pour ça, pour rendre son dû au verbe, à la langue américaine, à Mark Twain. Il paraît qu'il veut les conseils d'Alain, de Kerouac. Écrire. Alors, on l'écoute. Il s'extasie comme nul autre sur les romans de Dostoïevski. Il en parle si bien que tout le monde a envie d'aller vite ouvrir son exemplaire de l'idiot, du milieu offensé, du souterrain. Bon sang, il y a en lui un tel enthousiasme, il lui donne l'impression d'une intime et si soudaine compréhension de l'œuvre de Dasty. Vraiment, une compréhension à laquelle jusqu'ici aucun d'eux n'a osé prétendre. Soirée fabuleuse. Neal ne serait-il pas quelqu'un du genre du prince Mishkin? Oh Jerry, il est en train d'y parvenir bien plus qu'Alan qui ne faisait qu'y aspirer. Ah oui, il faudrait que ce soit chaque soir comme cela, au Livingstone Hall et dans son attique. Neal Cassady.
comme une tornade salvatrice après le passage de laquelle chacun se relèverait avec un appétit de vivre, d'aimer, d'expérimenter et de connaître dont personne n'avait la moindre idée, le moindre soupçon. Ce type pourrait bien renverser leur vision du monde, leur Weltanschauung, ou rien de moins que ça. Voilà. Merci beaucoup à Vincent parce que mon texte est vraiment très bien lu. Il est bien écrit aussi. Et on passe à Oui, dernier membre de alors, la je communauté de- voulais juste dire quelque chose à ce propos. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, donc, il ressort de ce passage que Neil Cassady est venu à New York pour apprendre à écrire. Et qu'est-ce qui va se passer finalement? C'est que Kerouac, au contact de Neil Cassady, Neil Cassady ne va rester que 3 mois à peu près à New York, il rentre ensuite à Denver, il va écrire à Kerouac, et c'est le style des lettres de Cassady qui vont amener Kerouac à changer de type d'écriture, à devenir beaucoup moins traditionnel et conventionnel, et finalement, on peut dire que, enfin tout le monde le dit, c'est que l'écriture de Kerouac, il la doit en bonne partie aux lettres absolument extraordinaires que lui envoyait Neil Cassady. Donc, il y a eu là un phénomène assez spécial et renversant, quoi. Ces fameuses lettres où il explique son retour dans le bus, où il a Voilà. dragué 2 filles l'une après Voilà. l'autre. Alors, d'ailleurs, l'une des lettres qui avait le plus marqué Kerouac, que lui a écrite Neil Cassady, elle va paraître en français dans 2 jours, le 4. Elle a été traduite de l'anglais. On l'a retrouvée après 60 ans, cette lettre. On l'a retrouvée relativement récemment. Elle va paraître sous le titre, attendez pas que je me trompe, parce qu'en anglais c'est facile, c'est The John Anderson Letter. Mais en français, ils ont appelé ça la lettre de l'histoire de Johan Anderson. C'est un titre un petit peu long, bien, enfin bon. Eh bien, ça tombe bien qu'on parle de Jack Kerouac, parce que je viens justement de l'afficher là. Kerouac qui avait une réputation justement de baroudeur, qui faisait l'aller-retour tout le temps aux États-Unis, et qui en avait marre à la fin, notamment dans son roman Picture, il raconte qu'il n'en peut plus de cette image qu'on lui colle, et que lui est plutôt en casanier en fait. Ouais, tout à fait. Oui, lui, enfin, chose qu'on sait, enfin, que certains savent, mais pas tout le monde, c'est qu'en fait, entre chacun de ses périples sur la route, il retournait vivre chez sa maman, à New York, il l'appelait mère, à Ozone Park, à New York, ou alors parfois dans d'autres domiciles, parce qu'il bougeait aussi passablement en Californie ou ailleurs, en Floride. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Kerouac a pas mal voyagé dans les années 50, uniquement aux États-Unis, c'est-à-dire que finalement, il a beaucoup moins voyagé qu'à peu près toutes les personnes dans cette salle qui ont pris l'avion pour aller aux 4 coins du monde. Mais enfin, il a voyagé de façon différente, parce que lui se voulait un running Proust, c'est-à-dire un Proust courant sur la route. Proust était couché dans son lit, je parlais de l'aspect casanier, Proust était assez casanier, dans son lit, il écrivait dans son lit, il reconstituait mentalement tout ce qui s'était passé très très longtemps dans le passé. Kerouac, lui, qui avait bien sûr lu Proust, se voulait un running Proust, c'est-à-dire que lui, son but, c'était plutôt de recueillir la sensation au bord de la route et de la coucher immédiatement dans ses carnets. Puis ensuite, à l'aide de ses carnets, d'écrire ses livres. Son but n'était pas du tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, de composer des intrigues, des romans à intrigues, mais de récolter en route tout ce qui lui paraissait digne et beau dans la vie d'être consigné et rapporté et célébré à travers la littérature. Donc voilà, oui, en effet, il n'a pas tellement voyagé. Eh bien, on va voir aussi dans votre texte la première rencontre de Louane avec Kerouac, où on voit bien que Kerouac n'est pas le type
énergique et bougeaillon qu'on pourrait penser, en tout cas dans les yeux de Louane. Tout à coup, Neil se sent observé, il se tait. À 3 pas se tient le gosse à la voix mâle qu'il a entrevu plus tôt à West End Bar, Allen Ginsberg, l'air d'avoir 17 ans, sûrement puceau malgré sa voix basse et profonde. Un jeune type en attente d'amour, c'est visible, et qui voudrait s'approcher de lui, c'est manifeste, qui a envie de venir lui parler. Et derrière lui s'avance encore un autre type que Luan a remarqué tout à l'heure, en début de soirée. Un beau gars qui s'était effacé, qui avait disparu, mais qui reparaît maintenant, l'air calme, réfléchi. Pendant que la fête battait son plein, il se tenait à l'écart, fumait cigarette sur cigarette. Il est resté tranquille, à son habitude, un peu en retrait. Un tempérament d'observateur, un type qui regarde, écoute, sent. Pour un peu, il suivrait les gens dans la rue comme Balzac pour tenter de saisir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Luan le devine, c'est Jack, l'écrivain. Du moins, c'est ce qu'elle en déduit, d'après ce que lui a dit Neil de toute cette bande pendant leur première nuit au St. George Hotel. Neil qui tenait lui-même ses informations de Chase. Un type, c'est vrai, qui, vu de l'extérieur, a l'air un peu absent, pas tout à fait là, pas complètement vivant, en somme à la fois mort et vivant, comme il arrive dès qu'on se mêle d'écrire. Luan le regarde et, quand son regard croise le sien, elle se perd dans la profondeur de ses yeux. Elle se demande si ça ne serait peut-être pas le genre de type fait pour elle. Autant que Neil, mais d'une autre façon. Ce type paraît si différent, hein? D'une beauté mâle vraiment étonnante, songe-t-elle dans un souffle, une légère aspiration qui soulève joliment ses seins. Un type quand même très différent de Neil, hein? Son exact contraire en somme, ou alors son complément. Parce que Neil, bien sûr, c'est facile pour elle de le percer un jour, elle voit bien qui il est. Ils ont tant en commun, tout un passé, une même jeunesse dans les rues de Denver. Hein? Mais Jack vient d'un autre univers, il arrive d'une autre planète. Elle s'avance vers lui, vers cet alien. Les filles à l'âme aventurière sont toujours naturellement attirées par les aliens. Hi, I'm Luan. Hi, I'm Jack. Il baisse les yeux. Elle a un battement de paupières dont s'échappe la Beat Generation tout entière. Dans ce battement, celle-ci germe, s'envole. Si Neil en est la chair et le verbe, Jack en composera les écritures. À eux deux, Luan le pressent, Neil et Jack captureront le temps et ils fixeront l'instant sur la route. Et de cet ancien et de ce Nouveau Testament, par un incessant et fécond va-et-vient, Kerouac fera une Bible dont elle sera l'Ève. Nue sur la banquette arrière d'une Hudson poussiéreuse, filant d'ouest en est et d'est en ouest. À vos textes aussi. Oui. On va faire une petite pause musicale en écoutant Yves Massy qui va nous jouer quelque chose pour du jazz. Je te laisse présenter le morceau. En fait, tu as demandé tout à l'heure quel pouvait être le rapport entre un tromboniste et Kerouac, mais en fait, Kerouac, il a fait une lecture de son roman au Village Vanguard, qui est un club de jazz bien connu à New York, avec le quintet de J.J. Johnson, tromboniste, mon héros. Donc voilà, je suis très content de jouer ici. Je vais vous jouer un petit medley de deux musiciens que, paraît-il, il admirait beaucoup. C'était Count Basie, sur un arrangement que Count Basie a fait, et Dizzy Gillespie. Ça va être Misty, enchaîné avec A Night
tunisien. Ouais. Alors, on va continuer de s'approcher du livre, et en partant par la fin, j'ai remarqué que vous avez à la fin une dizaine de pages de notes et de références. D'où la question, quelle est la part dans ce livre de la fiction? Quelle est la part de la réalité? Alors, en effet, question intéressante parce que par où commencer pour raconter ça? C'est-à-dire que pour moi c'est un roman, c'est-à-dire que j'ai voulu
donné à ce livre le tempo, son beat, en guillemets, d'un roman. Et ce qui m'intéressait avant tout, c'était de faire un travail de recréation. Mais cela dit, effectivement, il est basé, comme d'autres livres d'ailleurs, que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais je vais en citer quelques-uns en vrac, The Cool Acid Test de Tom Wolfe, ou bien De sang-froid de Truman Capote, ou bien peut-être d'autres encore. Je veux dire que les faits sont réels, c'est-à-dire que j'ai fait quand même, j'ai pas seulement rencontré Luan Anderson, mais comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être je ne me rappelle plus, mais j'ai rencontré Ginsberg, j'ai rencontré Ken Kesey, j'ai rencontré la petite amie de Jack Kerouac, Joyce Johnson, qui était sa petite amie en 1957, quand il accède à la notoriété. J'ai rencontré la poétesse Anne Waldman, j'ai rencontré la deuxième femme de Cassady, celle qui a succédé à Luan, et succédé pas tout à fait, parce que bon voilà. Donc mon livre est quand même nourri de toutes ces rencontres et de tout ce que ces gens ont pu me dire au fil des années pendant lesquelles je les ai rencontrés, notamment en l'an 2000. Donc, ce qui m'intéressait, c'était au fond, parce que Luan apparaît, elle apporte sur la route sa dimension féminine, charnelle, son érotisme aussi, mais elle n'apparaît que par moments dans le livre. C'est un livre quand même gigantesque en quelque sorte. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de reconstituer l'histoire de Luan. Je me disais, mais Luan, comment ressaisir les points que justement je ne voyais pas, comment reconstituer son histoire. Donc, c'était ça mon but. Finalement, je ne me rappelle plus quelle est ta question. Oui, c'était précisément de retrouver de rétablir les faits. Justement, pour ne pas se perdre. J'adore me perdre, parce que je pense que dans la littérature, il faut se perdre en grande partie. C'est une loi du genre, mais il faut aussi un peu se retrouver. Donc, chronologiquement, parce qu'en plus Kerouac, sur la route et dans ses autres livres, opère des sauts chronologiques absolument époustouflants, ce qui fait qu'on ne sait jamais très bien quand, quoi s'est passé. Et moi, j'avais besoin, dans ma tête, de mettre un peu d'ordre dans tout ça, et je me suis dit, pourquoi pas suivre le fil que me tend Luan, et en fait, c'est sur la route, revue, pas seulement sur la route, mais disons toute cette légende dont je parlais avant, qui est quasiment arthurienne, à travers ses propres yeux. Ce que j'ai voulu faire, c'est faire revivre Luan, faire entendre sa voix. Alors il y a certains des propos, parce que j'avais largement enregistré aussi nos propos, qui sont reproduits tels quels, mais relativement peu. Et puis surtout, il y avait la façon dont elle avait résonné en moi et la façon dont je restitue sa voix. C'est-à-dire, elle parle énormément dans le livre, mais ce sont parfois ses mots à elle, ce sont parfois ses mots à elle à travers mon filtre à moi, si je peux dire, comme pour d'autres personnages, parce qu'il y a aussi Caroline qui s'exprime et d'autres. Bon. Donc, c'est pour ça que le mix entre fiction et réalité est délicat, parce que je pense d'ailleurs que nous sommes des êtres à la fois réels et fictifs, c'est-à-dire Paul Ricoeur ou Daniel Dennett ont très bien parlé de ça, Daniel Dennett aux États-Unis, que nous sommes au croisement de la fiction et de la réalité, c'est-à-dire qu'à la fois ancrés dans un certain passé dont nous nous dégageons et projetés dans l'avenir, c'est-à-dire en constante construction nous-mêmes, comme l'était Don Quichotte, qui lui a quand même fini par se casser la figure, le pauvre. Mais c'est pour ça que cette question de la réalité et de la fiction, elle est très ambiguë. Je pense que, c'est pour ça que j'aimerais aussi que ce livre, j'essaie il sera peut-être traduit aux États-Unis, mais qu'il soit une contribution
factuel à l'histoire de la légende biblique parce que j'y corrige, enfin c'est plutôt Luan qui corrige certains points qui avancent Kerouac, qui n'ont pas toujours la même vision et elle rectifie certains faits parce que Kerouac aussi aimait à déformer beaucoup. Donc il y a de la réalité et il y a de la fiction, mais la fiction elle est plutôt, je dirais, de l'ordre de la vision littéraire, c'est-à-dire que c'est comme pour un peintre, il a un sujet devant supposons qu'il a un sujet devant les yeux, tel ou tel peintre ne va pas rendre le portrait de quelqu'un de la façon similaire, donc il y a une recréation absolument certaine. Ben, c'est justement, c'était ma question suivante. Donc vous avez interviewé le personnage réel, vous en avez fait un personnage littéraire. Kerouac en a fait aussi un personnage littéraire. Est-ce que vous voyez une différence entre ces deux personnages? Ah oui, mais c'est qu'en plus, bon, je peux raconter une anecdote, c'est-à-dire que je n'ai pas simplement interviewé Luan parce que pour la petite histoire, quand j'ai pris contact avec elle, d'abord j'ai eu affaire avec sa fille, ensuite elle vivait dans un mobile home près de Sonora, en Californie, dans Sonora, pardon, en Californie, et on s'était, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les mails, il n'y avait rien de tout ça, il fallait s'écrire, se téléphoner à longue distance. On avait convenu elle m'avait fixé rendez-vous pour 2 mois plus tard. Elle m'a dit qu'elle viendrait me chercher à l'aéroport de San Francisco. J'étais à l'aéroport, un jour avant, je suis à l'aéroport de Los Angeles, et voilà que le jour où je prends l'avion pour aller la retrouver, le temps se dégrade et l'avion ne peut pas décoller avant 2-3 heures. Elle m'avait dit qu'elle m'attendrait dans sa voiture, une chevreuil rouge, à tel endroit de la sortie de l'aéroport. Avant même que l'avion ait décollé de Los Angeles, je savais qu'elle avait déjà commencé à m'attendre à San Francisco. Donc je me dis, bon ben c'est fichu, elle ne va jamais m'attendre, c'est pas possible. Et puis pour finir, j'arrive à l'aéroport de San Francisco, j'étais presque par acquis de conscience à l'endroit où elle était censée m'attendre. Il pleuvait des trombes, et puis à travers le ruissellement de la pluie, j'aperçois son visage derrière le pare-brise ruisselant de sa chevreuil rouge. Et ensuite, elle m'a emmené sur la route, c'est-à-dire que je suis monté dans sa voiture à côté d'elle. Elle conduisait excellemment, comme est-ce que c'est Neil Cassady, excellent conducteur, qui lui avait appris un peu à conduire, mais enfin, elle conduisait remarquablement bien. Et une bonne partie de nos échanges se sont déroulés sur la route avec des stops ici ou là. Donc, pour moi, ce qui était fascinant, c'est que comme Kerouac ou comme Cassady, j'entrais dans l'histoire, j'entrais dans leur histoire. Je veux dire, j'entrais dans la voiture de Luan et elle m'emmenait sur la route et nous étions sur la route. Et tout, finalement, et tout le livre d'ailleurs, ça, on ne l'a pas encore dit, mais tout le livre se déroule sur la route. C'est-à-dire pendant que je prends le type le narrateur dans le livre, ce n'est pas moi parce qu'il est dans une certaine distance. Le type, il s'appelle Jerry. Et le livre tient essentiellement dans les échanges entre Luan et Jerry, qui est un avatar de moi-même. Alors, justement, il y a un passage que va nous lire Vincent Aubert qui met en jeu les relations entre Jerry et Luan. Donc, on va l'écouter. Et quelle voix avait Luan? Oh là là, zut, j'aurais dû l'apporter. Quelle voix elle a. À cet âge-là, maintenant, enfin, vous l'avez rencontré. Ah, oh, elle avait une voix. Vous voulez dire qu'elle avait changé sa voix? Je sais pas, non, mais je la connais pas. Haute, basse, non, elle avait une voix plutôt haute, plutôt haute. Alors, Jerry et Luan. Enfin, ce qu'on va dire à propos de Neil dans le bouquin, c'est que quand il arrive à l'école, tu sais ce qui l'intéresse le plus, c'est la bibliothèque. La bibliothèque qu'il attend avec impatience. De tous ces jeunes lecteurs, c'est son préféré, Neil. Elle le suit du regard par la fenêtre quand il repart, extraordinaire, un gamin qui apprend à lire en marchant. Un jour,
Il emprunte le Comte de Monte Cristo. Oh ça, Jerry, c'est le bouquin le plus génial qu'il a lu dans son enfance, il me l'a dit. Impossible de ne pas aimer Monte Cristo. Cette histoire, ça l'a foudroyé, hein. Oh, il se la raconte je ne sais combien de fois. Oui, même quand il va faire les plus belles, en fin d'après-midi, au week-end. Très vite, il a dépassé son papa dans l'art d'écumer les dépotoirs. Pendant qu'Edmond Dantès s'évade, creuse son tunnel, lui, il a l'œil pour reconnaître le moindre déchet susceptible d'intéresser les chiffonniers. Et moi, Luan, je vais te dire, je vois les choses comme ça. Neil, de poubelle en décharge, ses incursions le conduisent de plus en plus loin, élargissent le cercle de ses déambulations. Il explore peu à peu les moindres recoins de la ville, il la connaît comme sa poche. C'est son territoire, le territoire de son odyssée à lui. Possible, Jerry, mais c'est trop de philosophie pour moi. Si, Luan. Et un jour, mais comment Neil pourrait-il le deviner? C'est ce même art de chat de gouttière, ce même art d'arpenter délicatement et sans cesse un territoire mouvant et toujours nouveau qui l'enseignera inconsciemment, sans même s'en douter, à son pote Jack Kerouac. Et d'où surgira leur quête inlassable à la recherche d'on ne sait quoi, par d'invraisemblables détours et méandres sur la route. Oh, c'est trop de philosophie pour moi, Jerry. Too much for my sword. Bah, c'est pourtant évident, I tell you. Neil, il a construit, sans le savoir, le modèle réduit de toutes les errances et de toutes les visions que consignera un jour Jack dans ses carnets pour peindre et chanter l'Amérique. Tu crois vraiment ça, Jerry? T'exagères pas un peu? Non, je t'assure, le soir. Ah, t'imagines, loin, le soir. Tu lui avais vraiment dit ça? C'est un texte d'un auteur qu'on va faire inviter à la compagnie des Non, ça c'est la page 151. Oui, tout à fait. Non, c'est de la pure invention de ma part. Donc effectivement, vous utilisez Jerry pour faire avancer l'histoire, Voilà. pour rajouter les éléments que Luan ne peut pas connaître. Et comment est-ce que vous avez créé la langue de Luan? C'est-à-dire que, bon, j'ai des heures d'enregistrement avec elle, donc il y a certains propos qui sont littéraux. Pour le reste, j'étais nourri par sa voix, je l'entendais dans mon oreille, si je peux dire, donc ça m'était en quelque sorte facile de la faire parler dans ma tête, même quand pour les choses qu'elle ne m'a pas dites textuellement. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. On va écouter un deuxième morceau de trombone. Oui, alors il aimait beaucoup, paraît-il, Charlie Parker. Et donc c'est un morceau écrit par Charlie Parker, mais que Miles Davis se revendique aussi. Je sais que Parker avait beaucoup d'argent à Miles Davis, donc peut-être qu'ils se sont arrangés sur le tard pour les droits d'auteur, je sais pas. Donc, alors, c'est Donali, peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent et ils savent que c'est un morceau qui va à 200 à l'heure. Moi, c'est un morceau que j'adore. Je suis jamais arrivé à jouer au trombone. Je vous fais une version de tromboniste vieillissant de ce magnifique morceau qui va à 200 à l'heure. Donc ça va pas aller à 200 à l'heure. On va aller sur la route, mais peinard, quoi.
Alors le temps file vite, mais on a tout de même le temps d'une ou deux questions aussi. Des spectateurs, si quelqu'un est intéressé. Ah, Juste une question. Vous avez rencontré Luan à quel âge? Pour lui, Non, pour elle. Alors, elle est née en 1930 et je l'ai rencontrée en 1997. Donc, elle n'a pas fait la jeune fille de 16 ans qui est dans le livre. oui, une question. Merci pour votre conférence. Écoutez, quand vous l'avez rencontré, c'était dans le but d'écrire le livre que vous écrivez maintenant, enfin, que vous avez écrit maintenant. Oui, tout à fait. Bien. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, à l'époque, oui, je l'ai rencontré, je savais parfaitement que c'était dans l'optique de faire un livre avec elle. Mais ça a pris un temps fou, justement. Pourquoi? Parce qu'en 2012, d'ailleurs, j'ai publié un livre qui s'appelle Kerouac et la Big Generation, qui regroupe des entretiens avec différents figures de la Big Generation. Et délibérément, je ne l'ai pas intégré là-dedans parce que je voulais faire un livre entièrement sur elle. Elle savait d'ailleurs que j'allais faire un livre sur elle. Bon, elle est morte en 2009. Je suis en contact avec sa fille, qui a à peu près mon âge maintenant. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai rencontré si longtemps, parce que si ça avait été uniquement dans un but journalistique, je n'avais pas de raison de m'entretenir ou de faire sa connaissance aussi longuement. Ouais, j'avais l'intention de faire le livre. Ici. Encore une fois aussi, merci pour cette conférence et merci pour tout ce que vous avez écrit, surtout sur la route. Merci. Vous avez écrit sur les âges de la vie, c'est aussi un très très beau livre que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je peux vous poser la question, quel est le suivant livre? Oh là là. C'est-à-dire que, pour reprendre un petit peu votre question, c'est-à-dire que j'écris sur les âges de la vie parce que, en effet, que ce soit un autre livre qui vient de sortir, celui-ci, hein, qui s'appelle
un amour anglais qui est l'histoire d'un adolescent de 17-18 ans qui se passe à Cambridge en Angleterre en 1968, tout juste sorti en poche chez Zoé. Vous l'avez là-haut. Ouais, c'est que ce qui m'intéresse au fond, je parlais de Don Quichotte tout à l'heure, mais c'est le thème de l'illusion. Je parlais tout à l'heure des rapports entre la fiction et la réalité. L'illusion est quelque chose de fondamental dans notre perception du réel et c'est très difficile de... Et c'est ça qui m'intéresse, c'est à la fois les illusions de la jeunesse, c'est les illusions qui ont été celles de Cassady, de Kerouac, qui les ont conduits à tenter de gagner une sorte d'absolu, puis ensuite à s'autodétruire. Et puis dans le livre dont vous parlez, qui parle aussi de la vieillesse, puisque c'est les aperçus des âges de la vie, c'est toujours cette fuite du temps. Il y a une très belle citation de Conrad que j'aimerais citer parce que je crois qu'elle est au fond d'à peu près tout ce que j'écris. J'ai mis en exergue de ce livre-là, c'est quand Conrad parle dans son récit jeunesse, qui est un de ses plus beaux textes, il dit « Nos yeux là, cherchant encore, cherchant toujours, cherchant ardemment à extraire de la vie ce quelque chose qui, tandis qu'on l'attend encore, a déjà disparu, a passé sans qu'on le voie, en un soupir, en un éclair, en même temps que la jeunesse, que la force, que le romanesque des illusions. » Et ça me paraît un petit peu ce que tout écrivain essaye de faire dans la mesure où ce qu'il écrit est pour lui d'ambition ou existentielle et non pas purement distractive. Super, merci beaucoup. Une question là-bas. Oui, il a été longuement fait mention des liens entre la Beat Generation et le jazz. On avait quelques exemples. On sait aussi plus tard les liens qu'il y a entre Allen Ginsberg et Bob Dylan. Moi, j'aimerais aimé savoir si cette Beat Generation, et Kerouac en tête, avait développé aussi des liens avec les folkeux de l'époque, genre Pete Seeger ou Woody Guthrie, qui étaient assez engagés politiquement, mais qui faisaient aussi profession de foi d'être sur la route. Est-ce que sur cette route, ils se sont rencontrés ou est-ce qu'elle les a emmenés dans des mondes très différents? Non, alors là, honnêtement, je pense que le seul beat... Non, c'est pas le seul, mais Ginsberg a clairement été le porte-parole de la Beat Generation à partir des années 60. Bob Dylan, il s'est lié avec Bob Dylan. Et là, effectivement, on peut dire que c'est là qu'il y a les Beatles, finalement, sur le conseil de... Il y a un article qui vient de sortir là-dessus. Les Beatles ont enchâssé le mot beat dans leur nom, sur la suggestion de je ne sais plus qui, transformant Beatles, le coccinal, c'est pas les Beatles, les scarabées, ont écrit avec un A parce qu'ils voulaient faire le lien avec la Beat Generation. Et puis, Michael McClure, par exemple, a écrit une ou deux chansons pour Janis Joplin, dont Mercedes-Benz, je crois. Donc il y a eu des liens, et puis Ginsberg, jusque dans les années 90, il était proche de groupes rock, etc. Donc là, il y a eu toute une filiation. Patti Smith, elle était une grande amie avec William Burroughs. Burroughs a aussi enregistré avec Microprop. Mais pas avant, donc dans les années Non, 50, pas- parce que non. le premier à être sur la route, c'était Woody Guthrie, bien Oui, tout à avant fait. Kerouac. Tout à fait. Donc on pourrait me Là, demander il y s'il a- n'avait pas, non. d'une certaine manière, c'était pas un exemple. Non, je pense pas. Dans cette constellation, il n'y a pas de femmes écrivains ou écrivaines. Elles ne sont qu'égéries. Ah si, il y en a quantité, alors c'est tout un sujet. Hein. Le problème, c'est qu'elles ont été reléguées à l'arrière-plan pendant quantité d'années. C'est à partir de 1990 qu'on s'est mis à les ressortir et à publier. Mais si je devais conseiller un seul livre de Beat Woman, c'est Minor Characters, personnages qu'on a traduit en français en poche, par exemple chez G18 ou ailleurs, de Joyce Johnson,
personnage secondaire qui raconte toute la jeunesse, enfin comment les femmes se comportaient dans les années 40 et 50 à Greenwood Village, etc. C'est passionnant, mais et puis la grande poétesse antérieure, c'est-à-dire Diane di Prima, qui était une pure beat woman. Il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines. J'ai posé une dernière question parce que Luan, vous l'avez fait interagir avec toutes ces personnes sur un temps donné. Et elle qu'est-ce qu'elle a fait après? Ah ouais, non, ça c'est une grande question. Après, bon, effectivement, finalement, donc l'histoire entre elle et Neil, ils sont connus juste à la fin de leur vie respective, mais leur histoire d'amour proprement dite s'est terminée à peu près au début des années 50, 51. Elle a épousé un marin dont elle a eu une fille, la fille avec qui je suis en contact, dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, alors pour la petite histoire, elle a encore eu le type dont elle a eu une fille, elle a vécu avec lui, je ne sais pas, à peine une année. C'était un marin alcoolique, ça a très mal marché, il s'est tiré ou elle s'est tirée. Et après, elle s'est encore mariée 2 fois. Je crois qu'elle a eu quelques problèmes quand même de toxicomanie, mais elle a fini sa vie quand même très heureuse, je crois. Toujours dans son mobil-home près de Sonoma. Donc je pense que si je devais d'ailleurs comparer sa vie à à la trajectoire de Kerouac, de Cassady ou d'autres, qui ont fini par être vraiment des gens déchus, qui ont chuté et fini très très mal, elle fait partie de ceux qui sont assez bien tirés, je crois. J'aurais encore des tas de choses à dire et à montrer, mais je vois Oui, la je présidente vois que- Marianne Guiton Oui, qui... vous avez encore